bon, on est Libanais, on connaît bien la guerre, n'est-ce pas? Je pense que la plupart de vous, ils ont ou bien vécu la guerre ou ils travaillent avec des gens qui vivent la guerre actuellement. Donc, j'ai avec moi, voilà, Monsieur Barrio, Monsieur Strauss, Madame Issa et Monsieur Dubuis, Santini, qui vont, voilà, animer ce débat, en fait, m'aider dans la discussion. Et je compte sur vous, en fait, pour animer le débat, parce que c'est vous qui avez plus d'expérience. Donc, on attend vos questions. Donc, je vais faire une petite introduction, donc, à propos du traumatisme, un peu du symptôme, pour lancer le débat. D'accord? Donc, voilà, comme l'explique Carus, donc le traumatisme résulte d'un événement ou d'événements violents, inattendus ou accablants, qui ne sont pas pleinement saisis au fur et à mesure qu'ils surviennent. Mais ils reviennent plus tard dans des flashbacks répétés, des cauchemars, d'autres phénomènes répétitifs. Donc, cette interprétation, elle met en évidence la quintessence du traumatisme freudien, à savoir l'après-coup. Donc, Freud a noté que le patient semblait ne pas être conscient du mal et du danger pendant les événements traumatisants. Mais après une guerre, un accident de train ou un autre événement potentiellement traumatisant, le survivant revenait involontairement à cette expérience traumatisante dans des flashbacks, les rêves, les cauchemars et des comportements obsessionnels. Donc Freud a appelé un tel phénomène psychologique qui est causé par l'après-coup, une compulsion à répétition, récurrence ou acting out. La récurrence, la répétition, l'acting out des souvenirs traumatiques, elle est bien connue comme un symptôme du traumatisme, qui reste une base pour définir le traumatisme et le syndrome du stress post-traumatique dont on parle beaucoup ces temps-là, surtout dans la clinique de guerre. Donc, cependant, ce qui a été ignoré dans les études des traumatismes, c'est que l'après-coup indique le double report qui est lié à l'expérience traumatique. Donc, premièrement, le réel est réprimé au moment où le système cognitif d'un être humain s'arrête à cause des excédents du stimuli, ou bien du stimulus ou des stimuli. Plus tard, cette expérience traumatique non assimilée, elle va hanter sans cesse la victime dans sa pseudo-présence, refusant d'être postulée dans le passé. Donc, par conséquent, le traumatisme présente un paradoxe temporel. La mémoire traumatique survient dans le passé, mais elle apparaît comme le faux présent dans la réexpérience intrusive de l'individu et elle bloque le futur de la personne. En ce sens, comme le réel, le traumatisme revient toujours du futur, appelant à la signification et à la compréhension. Donc Zizek définit le symptôme comme un retour du refoulé. Faisant écho à la définition de Lacan, le symptôme nous apparaît d'abord comme une trace qui ne sera jamais qu'une trace, qui continuera à ne pas être comprise jusqu'à ce que l'analyse soit assez longue et que nous en ayons pris conscience. Donc, il croit que le symptôme a la nature de la rétrospective. Donc, en concurrence de ces idées, le réel traumatique, les symptômes traumatiques et la représentation traumatique peuvent être considérés comme une triade interactive. Donc, le symptôme constitue un espace permettant de faire circuler les souvenirs non assimilés et les possibles affrontements avec l'angoisse de l'expérience traumatique. Donc, mais Zizek dit que le traumatisme est une impasse et les espaces vides et non historiques de l'univers symbolique du sujet. Il ne peut être réduit en une signification claire, même s'il fonctionne comme un objet de désir à l'herméneutique. Donc, par conséquent, bien que la psychanalyse situe la trace du traumatisme dans le système symbolique en conférant une signification à la représentation traumatique, à débattre bien sûr, la signification du trauma se développe à partir de la représentation du trauma, alors que le réel traumatique est hors de notre portée. Donc, le symptôme est là, appelant notre attention sur la vérité qu'il porte. Cette vérité, cependant, nous échappe toujours, une fois que nous essayons de l'attraper. Le réel, comme une luciole qui scintille dans la réalité, nous rappelle son existence. Mais il nous rappelle aussi les limites de notre savoir. D'un autre côté, le traumatisme est aussi un phénomène complexe qui est lié et peut être transformé par l'influence sociale, politique, idéologique et historique. Alors, comment étudier le trauma
dans les catastrophes issues de conflits politiques et idéologiques, notamment la guerre. Y a-t-il une place pour la psychanalyse dans la clinique de guerre aujourd'hui? Voilà, c'est ça la grande question. Donc, je vous donne quelques minutes ou bien vous voulez commencer à débattre. Est-ce qu'il y a une place pour la psychanalyse aujourd'hui? On a vu voilà, ces différentes théories, Freud, Lacan, le réel, la réalité. Donc, quand on a un patient aujourd'hui qui vient avec des symptômes spontanés, donc c'est un traumatisme de guerre, les flashbacks, tout ça, est-ce que la psychanalyse, c'est vraiment le meilleur moyen pour aider ces gens-là? Des symptômes spontanés, les flashbacks, les cauchemars, tout ça. Donc, c'est le futur, en fait. Bon, est-ce que la psychanalyse peut vraiment aider? Alors, oui, je peux répondre peut-être. S'il vous plaît, bien sûr. Parce que justement, j'ai un cas de... Disons, par rapport au discours dominant, ce que j'ai essayé de dire aussi tout à l'heure sur la psychologisation de la psychanalyse, j'ai un cas d'un jeune psychanalyste qui, travaillant en CMP, s'est trouvé confronté à ce qu'on appelle un traumatisé de guerre. Donc un Guinéen, je l'appellerai Monsieur B, qui, suite au massacre de Conakry qu'il y a eu il y a peu de temps, a été transporté en France indépendamment de toute sa famille. Sa famille a été mise à l'abri dans la montagne parce que sinon, ils y passaient tous. Et ce monsieur-là, ce n'étaient pas les actes de violence qui le traumatisaient, entre guillemets. Parce qu'il racontait très bien, par exemple, la balle qui traverse sa maison et son petit enfant de 5 ans sur son vélo à roulettes et la balle qui lui passe devant, comme ça ne lui posait aucun problème. Ce qui lui posait problème, c'est qu'il n'arrivait pas à parler en séance parce qu'il n'arrivait pas à concevoir comment lui qui était quelqu'un, entre guillemets, en Guinée, c'est-à-dire c'était un journaliste qui avait pignon sur rue, qui avait accès aux médias, qui était quelqu'un de reconnu, quelqu'un de sérieux, etc., arrivé dans un centre français, dans le nord de la France, il n'était rien ni personne. Et ça, il ne pouvait même pas en parler. Parce que dès qu'il arrivait en séance, il se bloquait là-dessus, et le psychanalyste qui me rapporte ces faits dans des séances me raconte que il le prenait finalement, dès que le psychanalyste s'avançait un peu, il lui disait « Toi, tu es comme ceux qui veulent me massacrer en Guinée. Tu me poses des questions. » Alors, le psychanalyste disait ben, « Oui, mais ici, tu ne risques rien à parler. » Donc, parce que le tutoiement est de rigueur dans ce genre de cure-là. Mais ce qui est remarquable, c'était que c'était le seul psychanalyste et il était la risée de tous les gens du CMP. C'est-à-dire qu'il y avait des psychothérapeutes, des psychologues, etc., des comportementalistes. Et tous ces gens-là disaient mais qu'est-ce que tu peux faire avec quelqu'un comme ça? Et ce monsieur B, après qu'il ait fait une tentative de suicide, le jeune psychanalyste s'est trouvé en très grande difficulté parce qu'il subissait une pression comme quoi la psychanalyse était justement peut-être la dernière chose à faire dans ce cas-là. Alors qu'on va voir que c'était la seule, effectivement. Parce que par son travail répété, son écoute, et surtout le fait qu'il ne se considère pas comme du bon côté de la blouse, entre guillemets, mais qui se considère comme dans une dimension où l'enjeu est un enjeu de reconnaissance. Et donc, par exemple, à un moment, il y a une bascule de la cure parce que le monsieur B s'est plaint de ne pas avoir d'argent pour acheter des livres, par exemple. Et le psychanalyste, à ce moment-là, lui a dit prends les livres que tu veux. Il lui a donné tous les livres qu'il avait dans son cabinet à disposition. Il lui a dit, bientôt, il y a la foire aux livres de Lille, et tu peux avoir sur Lille tous les livres que tu veux à des prix pas chers, etc.
Et la bascule a eu lieu le jour où, se rendant lui-même à la foire de Lille, il a rencontré, donc, dans un cadre hors cure, c'est-à-dire dans la rue, de l'autre côté du passage piéton, il a vu arriver, et là il a vu que son visage a changé, c'est-à-dire qu'il était reconnu par quelqu'un. Juste un enjeu de reconnaissance hegelien, hein, c'est-à-dire une conscience de soi qui rencontre une autre conscience de soi, et non pas justement une relation hiérarchisée avec un soignant, un soigné, enfin tous ces trucs-là justement qui sont anti-psychanalytiques. À partir de ce moment-là, donc, ce monsieur B a eu un déclic et la cure a fini par être un succès. Alors que, justement, ce que je voulais démontrer tout à l'heure dans l'exposé que je voulais faire et qui finissait par une spirale pour amener sur cette notion de responsabilité qui permet de sortir du cercle vicieux de la victimisation dans laquelle une certaine psychologisation tend à enfermer le sujet et le sentiment de culpabilité d'être justement partie prenante et de répéter les situations. La psychanalyse, là, a permis à ce sujet-là d'abord de sortir de sa minorité et ensuite, par sa reconnaissance, il a commencé à parler dans des radios et puis il est sorti de ce qui est convenu d'appeler un traumatisme de guerre. Mais en fait, dans le travail analytique, on a bien vu que le traumatisme était antérieur et c'est un effet de rétroaction du signifiant qui lui a fait prendre conscience de pourquoi il n'était plus avec sa femme et ses enfants et sa famille. Voilà. Exposé très brièvement, mais juste pour montrer que même si la psychanalyse est minoritaire dans l'époque dans laquelle on vit, parce que c'est dominé par le chiffre, par la culpabilité, par la dimension hypothético-déductive du discours de la science, en vérité, il y a toujours la place pour la psychanalyse et c'est souvent le seul recours réellement efficace. Voilà. Quelle signifiance prend le fait de lui donner des livres, que l'analyste donne des livres à Bien, d'abord, il le reconnaissait comme quelqu'un qui était un égal à lui. Et cette égalité, Lacan l'appelle fraternité. Nous sommes frères du même discours. Donc le partage des livres, c'était le partage d'un texte dans lequel il pouvait se reconnaître. À partir de là, il est sorti justement de sa position de minorité où il considérait le psychanalyste comme quelqu'un qui lui posait des questions et il ne voulait pas répondre aux questions, il ne voulait pas parler, il était dans un état de, disons, de déliquescence qui faisait qu'il n'avait plus de discours. Oui. Parce que justement, là, en l'occurrence, dans ce cas-là, il y a une véritable possibilité d'intersubjectivité. Il sort grâce à un élément qui est concret, matériel. C'est ce en quoi j'insiste justement sur l'hegelianisme de Lacan. C'est-à-dire que Hegel est le seul à introduire un troisième terme concret, par exemple le calumet de la paix des Indiens, pour justement permettre qu'il y ait une reconnaissance de sa position de sujet, ce que Hegel appelle une conscience de soi mise en face d'une autre conscience de soi. Il faut toujours qu'il y ait un troisième terme. C'est toujours trois, la dialectique. Et là, c'est passé par le livre. Madame Josselin. Alors, je propose quelque chose, sous toute réserve, c'est que l'analyste, il s'est décomplété en lui donnant ses livres. Alors que quand il lui pose des questions, il lui prend quelque chose. On voit bien ça dans la clinique. Il y a des sujets qui ne supportent pas qu'on leur pose des questions. C'est comme si c'était une demande de l'autre qui leur prend quelque chose. C'est une hypothèse. Oui, parce que le cas est plus complexe. Je l'ai résumé, voilà. Mais le psychanalyse n'a pas trahi sa place, là, en l'occurrence. Non, pas du tout. Mais il s'est présenté comme décomplété de ses livres. D'un objet, quoi. Je sais pas, c'est une hypothèse. Non, parce qu'il a utilisé un objet, mais c'est pas... C'est un objet qu'il a demandé. Enfin, il a émis l'idée qu'il aimerait bien lire, mais qu'il n'avait pas... Oui, qu'il n'avait pas les moyens d'avoir des livres. A lâché quelque chose. Oui. Il a lâché sa position, mais pas d'analyste. Sa position supposée par l'autre,
d'être un soignant. Mais il s'est présenté comme sujet barré, enfin comme pas un autre absolu. Parce que le terroriste, c'est un autre absolu. Enfin, je sais pas, on est pris là-dedans. Hein. Le terroriste? Enfin, dans un Conakry, il y a des terroristes, enfin, vécus comme ça, parce que ça a été abominable. Oui, parce que M. B a vu son père et son propre frère décimés devant lui. Absolument. Donc, par un autre absolu, un autre dont la jouissance est absolue. Oui. Donc là, lui, il n'était pas dans ce... L'analyste s'est présenté à sa vraie place d'analyste, hein, comme des complets barrés, quoi, comme autre barré plutôt que comme celui barré. Peut-être. Oui, ce que vous dites de l'entrée dans l'échange avec ce sujet, ça rappelle le commentaire que fait Lacan du début de la cure de l'homme-aura par Freud, puisque certains psychanalystes ont critiqué le fait que Freud bavarde au début de sa cure, au début des entretiens avec l'homme-aura, et Lacan parle du don de la parole, du pacte constituant, inaugural, après lequel, effectivement, quand l'homme-aura commence à en profiter pour esquiver la vérité qui l'anime, à ce moment-là, Freud arrête ce bavardage. Mais il y a un pacte constituant au départ. Oui, alors, bien sûr que là, je n'interviens pas dans le jugement de ce psychanalyste. J'entends le désir de ce psychanalyste lui-même. C'est ça. Et donc, ce n'est pas... il ne m'appartient pas de juger, et je ne juge pas, et je ne peux pas juger. J'ai juste constaté les effets... C'est ce que Lacan appelle l'offre. Il fait une offre. Mais il y a autre chose qui... dans ce que vous avez dit sur la fraternité, qui est très sympathique, mais il y a un problème, c'est qu'on n'est pas frère avec soi-même. Ah non, mais il y a la possibilité d'accéder à une fraternité de discours. C'est-à-dire si on n'est pas clivé a priori du discours de l'autre, c'est-à-dire enfermé dans un discours. Ah oui. C'est à moi la parole ? Okay, bon, oui, c'est pour répondre à la question de Pascal. Est-ce que la psychanalyse peut quelque chose aux traumatisés de la guerre ? Moi, je répondrais que pas plus, pas moins qu'avec tout sujet. Et je crois qu'il n'y a pas lieu de faire une différence entre des sujets qui viennent parce qu'ils ont vécu des horreurs, directement ou indirectement. Il faut que les psychanalystes peuvent accueillir tout le monde qui le souhaite. Bon, mais pour que ça opère, il faut quand même des conditions. Et une des conditions, bon, en dehors de la condition transférentielle, mais qui préexiste à la rencontre avec le psychanalyste, il faut quand même que le sujet qui rencontre un analyste ait un peu l'idée qu'il y ait pour quelque chose dans les symptômes dont il vient se plaindre. Parce que si il n'a pas l'idée que lui-même est impliqué dans ce qui lui arrive, que ce soit même pour une petite part, ça ne va pas fonctionner. Alors, et c'est tout le danger de la victimisation et du statut a priori de traumatisé, de victime. Parce que les sujets qui arrivent déjà en se considérant comme une victime, et souvent ça s'accompagne de revendications. Quelqu'un qui arrive comme ça, simplement en disant « moi, je suis la victime de l'autre et je demande réparation et j'ai des revendications », la psychanalyse ne pourra rien. Alors peut-être qu'avec beaucoup d'applications, on pourra susciter une petite dialectique et de faire apercevoir au bout d'un certain temps que quand même le sujet est pour quelque chose, ce que Lacan appelle la rectification subjective, mais c'est pas gagné. Oui, je voulais dire un mot à ce propos-là, parce qu'il y a un implicite quand même, je crois, que nous partageons dans tous ces débats sur la guerre, sur la violence, c'est que nous sommes contre. Nous sommes contre la guerre, nous sommes contre les horreurs, et nous sommes contre la violence.
Et c'est un vieux débat qui a son importance historique. Il faut bien, moi j'ai un thème qui m'est cher parce que, comme je travaillais l'an dernier le thème des passions, amour, haine et ignorance, j'ai relu justement la correspondance Einstein-Freud. Et c'est une correspondance qui est en elle-même passionnante, mais qui est passionnante aussi parce qu'elle s'inscrit dans un moment historique. Et Lacan a toujours, lui, pris soin d'inscrire et la découverte de la psychanalyse et son évolution dans l'histoire de la civilisation. Alors, la correspondance Freud-Einstein, c'est 1932. On n'était pas encore très loin de la fin de la guerre de 14-18, qui a quand même été une boucherie industrialisée, un effet du discours de la science. Déjà, qui fait qu'avant, il y a eu des horreurs, toujours, de tout temps, les horreurs ont existé pour les meilleures raisons du monde, c'est des êtres humains. Mais la boucherie industrialisée est un effet de discours de la civilisation, et c'est la guerre de 14-18 qui a amené les psychiatres psychanalystes à être recrutés dans les armées et à s'occuper comme psychiatres des névrosés de guerre. Et ils ont énormément travaillé la question, ce qui a amené Freud à inventer l'au-delà du principe du plaisir et la pulsion de mort. La pulsion de mort n'est pas une réponse à la guerre de 14-18, mais c'est une conséquence de l'évolution de la civilisation et de ce qu'elle a montré. Et donc en 1932, on sent déjà que malgré l'horreur de tout le monde sur ce qui vient de se passer, ça va recommencer. Hitler n'est pas encore élu, c'est un an avant, et on a déjà le sentiment que la guerre va revenir. À ce moment-là, Einstein est sollicité par les corps constitués, par la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, pour solliciter lui-même des intellectuels pour trouver une solution pour éviter la guerre. C'est vraiment dans un contexte très précis. Et il s'adresse à Freud en disant « Écoute, on a à peu près tout essayé. Il n'y a que toi qui as inventé quelque chose sur les motivations les plus profondes de l'être humain. Il n'y a que toi qui peux nous dire comment on peut éviter ça. Comment on peut éviter l'usage de la force. » Et Freud lui répond très simplement « Ce que tu appelles la force, ça n'est rien d'autre que la violence. Et il faut bien se rendre compte que la violence est inéliminable. Elle est inéliminable parce qu'elle est le mode de traitement des conflits d'intérêts. Et les conflits d'intérêts proviennent toujours des inégalités. Il y a des inégalités, et en plus, chez l'être humain, il y a déjà une amorce de la division. Freud explique très bien qu'il y a chez l'être humain une double tension, une tension opposée, une aspiration à la différence, à se différencier des autres, et une aspiration à se faire l'égal des autres. Il n'y a pas de différence. Et il y a déjà là une division interne, et donc les conflits d'intérêts se résolvent pour Freud toujours par la violence. Alors il dit, bon, la loi, c'est une forme de violence symbolique. On pourrait imaginer, dans les communautés humaines, un regroupement suffisant d'intelligence pour que chacun accepte les sacrifices nécessaires à la vie collective et la marge de liberté qu'on peut accorder à chacun. Si on s'entendait entre nous, on pourrait éviter les guerres. Mais il y a une inégalité irréductible. Et dans la même phrase, il dit, cette inégalité irréductible, elle se présente de deux façons. La différence entre les hommes et les femmes, et entre les adultes et les enfants. Et à cause de ça, dans la même phrase, il y a les guerres. C'est absolument saisissant. L'espèce de court-circuit que fait Freud entre cette inégalité irréductible, homme-femme, sexuelle donc, et la génération, et le fait que la violence est inéliminable. Alors reste la question, parce que je ne vais pas parler trop longtemps, pardon, c'est quand même quel est le statut contemporain de la violence. Et ça, Lacan a donné des éléments de réponse. Vous voyez que la déchirure dans la civilisation a commencé, c'est-à-dire les effets du discours de la science, du capitalisme, ont commencé à l'époque des chemins de fer. Ça a eu cette déchirure de la guerre de 14-18 avec le massacre industrialisé, et puis il dit que cette déchirure dont les premiers psychanalystes étaient les symptômes
les symptômes de cette déchirure, est consommée, est effectuée à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On est passé de la destruction industrialisée des soldats à la destruction industrialisée des corps humains, quels qu'ils soient, des civils, des groupes ethniques, etc. Et donc un changement radical dans le traitement des corps. Et c'est ce qui a amené Lacan à dire que nous étions tous des prolétaires, que nous n'avons que notre corps pour nous représenter. On peut parler de la solitude de chacun, la rupture des liens sociaux. Donc, Lacan a tout à fait énoncé des procès de ségrégation de plus en plus durs. Et de ce point de vue-là, aucun espoir, me semble-t-il. On n'empêchera pas la violence de croître dans nos groupes humains, justement à cause des effets du discours de la science. Alors il y a l'autre question, est-ce que par la psychanalyse on peut permettre au sujet de mieux supporter cette violence du discours contemporain? Patrick vient d'y répondre, je crois, et Lacan y a répondu à sa façon en disant que la psychanalyse était le poumon artificiel de la société contemporaine. Poumon artificiel, c'est équivoque, parce que c'est un objet de la science aussi. Mais que la psychanalyse rendait, il dit que, avec le discours de la science, l'air est irrespirable. On ne respire plus, on n'a plus d'espace de respiration. La psychanalyse, c'est le lieu qui permet qu'existe un lieu de respiration. C'est peu de choses, mais c'est en même temps beaucoup. Juste pour continuer sur ce que vient de dire Marc à propos de Freud et la guerre, c'est que Freud disait si la guerre est parfois inévitable, souvent inévitable, il faut essayer qu'elle soit la fin de la guerre soit le plus pacifique possible. Et il est parti en guerre avec Boulit, l'ambassadeur américain à Vienne. Ils ont écrit un livre qui s'appelle Le président Wilson. Il est parti en guerre après le président Wilson, qu'il rendait responsable d'1 million de morts à cause du traité de Versailles. Et c'est vrai que Hitler et toute l'Allemagne, le traité de Versailles a été une catastrophe dans ses effets. Hitler s'est bâti là-dessus, sur le redressement de l'honneur, puisqu'on a parlé de l'honneur et du déshonneur, de l'Allemagne. Et très intéressant ce petit livre de Boulit et de Freud sur le président Wilson. Hein. Il marche comme ça ? Oui. C'est juste pour apporter une petite précision dans la lecture, justement, que je fais de Lacan, et qui, pour moi, me permet de dire que la violence, justement, c'est la violence du verbe lui-même. C'est une violence symbolique. Il n'y a rien de plus violent que la parole. La parole elle-même extrait un élément naturel, comme l'or, par exemple, pour en faire un symbole de richesse, pour en faire un objet de convoitise. Et la parole elle-même est la violence radicale et absolue. Et la psychanalyse, ce qu'elle permet, c'est que le sujet se confronte lui-même à cette violence-là de la parole. Car elle n'est nulle part ailleurs, la violence, que dans la parole. C'est pour ça que, face à la violence des par-lettres que nous sommes, les animaux les plus terrifiants font un pas de retrait, effarés de la violence dont sont capables les êtres humains, parce qu'ils sont justement colonisés par la parole. Et le procédé de la cure analytique permet de se confronter à cette violence-là. Et il y a un exemple cinématographique récent qui est le Fight Club. Pardon ? Ah oui, d'accord. Non, le Fight Club de David Fincher, qui a eu un succès considérable avec la jeunesse. Alors, ils ne comprennent pas forcément les ressorts, mais c'est que la première violence, c'est la violence que l'on s'applique à soi-même. Donc, la psychanalyse permet de rendre compte de ça et que le sujet se confronte à la violence qui est inscrite dans l'ordre symbolique lui-même. Merci. Oui, en fait, la violence, c'est important, mais je veux aussi remettre le débat dans le fait de la guerre. Donc voilà, il y a des gens qui sont passés par des événements traumatiques. Est-ce que la psychanalyse, en fait, elle peut aider, bon, pas aider, en fait, elle a une place dans ce contexte-là, dans cette clinique-là. Donc, Dr. Aïssa.
En fait, moi, je vais parler plus de notre expérience avec aussi parce que moi-même j'ai vécu la guerre, donc comme la plupart de nous. Donc, et on a remarqué qu'il y a dans le travail, ce qu'on trouve maintenant dans la société, 3 discours dans le travail avec les réfugiés. On trouve un discours qui est purement un discours politique. C'est un discours qui veut créer le besoin chez les gens. Et c'est un discours qui veut à tout prix que les gens soient tout le temps dépendants. Et en contrepartie, du même côté, en fait, on trouve aussi ce qu'on voit tout le temps dans le travail psychosocial, un discours qui est plutôt aussi psychosocial. C'est un discours qui se fixe plutôt sur l'événement. On cherche à ce que la personne se parle, se décharge, se sente à l'aise. Donc, on est plus aussi dans l'événement. Pourtant, en travaillant avec les réfugiés et même durant la guerre avec des gens avec un discours analytique, on a remarqué que l'accent était mis plus sur le sujet. Et c'est ça ce qui a fait la différence dans le travail. Parce qu'en mettant l'accent sur le sujet, on voit des gens qui deviennent de plus en plus indépendants. Et en fait, c'est ça ce qui a créé des conflits avec des NGO, avec le discours politique, parce que ça va à l'encontre. On veut tout le temps que les gens soient dépendants, soit par besoin, soit pour dire que focaliser sur l'événement comme si l'événement est le plus important. Et il y a beaucoup maintenant dans les NGO au Liban qui travaillent analytiquement, avec discours analytique, et on trouve qu'ils ont réussi. Ils ont réussi, même avec tous les conflits qui sont autour de leur travail. Voilà. Est-ce que quelqu'un dans la salle veut poser une question, nous donner de votre expérience, peut-être réfléchir avec nous sur le sujet? Vous pouvez le faire en arabe, en fait, si vous êtes plus à l'aise, et on va faire une traduction pour... Oui, donc si vous avez des questions en arabe, une intervention en arabe, n'hésitez pas. Oui. Dr. Ilan, I'll speak Arabic English, okay? Juste pour souci de traduction, c'est arabe okay. Seulement. Okay. Et juste un instant, je vais vous demander de mettre vos casques pour la traduction en français. اوكي سو دكتور إيلان الترا ديسكور يلي هلا كنت عم تحكي عنهم بالنسبه للديسكور السايكو سوشيال انترفنشنز اكثر بعالم الان جي اوز وهيك بيكون شوي انترستينج اذا معقوله هيك توضحي لنا شوي اكثر شو كان قصدك اكزاكتلي نمبر 1 نمبر 2 انه كوني انا بشتغل بالعالم الان جي اوز هلا حاليا ترانزيتوري فيز عربي بليز سوري معلش بتعذبي كيف معقولة يكون يعني مع هالقد عدد لاجئين فرد مرة بلبنان وبهالسرعة اجوا كيف معقولة يكون ما بعرف شو intervention بالعربي تدخل اوكي كيف معقولة يكون التدخل ياخد ديسكور اناليتيك ما يكون عم بياخد ديسكور سايكو سوشيال يلي هو اهون in terms of وقت مصروف حتى عالم يعني هل نحن عنا مثلا اشخاص بيشتغلوا بالديسكور اناليتيك كفايه بلبنان بيقدروا يحملوا هالقد عدد اشخاص وصلوا على لبنان بسرعه هالقد ما بعرف اذا فهمت شو قصدي اوكي اي ميرسي على سؤالك وقت اللي بنحكي عن ديسكور سايكو سوشيال بنكون عم نحكي اكثر عن ديسكور عن خطاب بيتدخل أكثر على صعيد يفرجي قديش الإيفينمون هو أساسي قديش الوضع يلي الشخص فيه الحالة اللي مرق فيها قديش هي كانت صعبة عليه وقديش هي كانت كتير
صادمة له، وهيدا بيخليه انه يكون عم يتقدم او ما عم يتقدم. دونك اللي بيصير انك بس تشيلي من عنده هيدا الضغط النفسي. وقت بتشيلي الضغط النفسي من عنده بهيدي الديشارج، بانه بس يكون عم يحكي بدون ما تكوني عم تسمعيه انت وعم بتركزي على الشخص. وقت بتركزي على السوجي يعني انت عم بتركزي على الشخصيه، يعني على الستركتور تبعه. لانه بالسايكو سوشيال اللي بنشوفه كيف الكل بينعمل معهم نفس التدخل، بينعمل معهم نفس العلاقة، نفس التصرف، وبالآخر بيصيروا كلاسيفيه إذا هن هيك أو هيك بدون ما يكون عم يتاخد بعين الاعتبار الشخص وتركيبته. جاوبتيك؟ على اسم عم تقول. على اسم في القسم الثاني تبع الوقت والموارد. مخص يعني انت وقت اللي بنحكي خطاب تحليلي ما بنكون عم نحكي انه انت بدك تحطي الشخص على الديفان وتشتغلي معه بشكل انه تاخدي سنوات. فيك انت كيف بتسمعيه، على شو عم بتعلقي انت وعم تسمعي؟ هل عم بتعلقي بس على انه يخفف الايموسيون تبعه؟ هل عم بتعلقي على هو كيف تركيبته لحتى تسمعي بهيدي الدينية اللي انت مش انت الشخص الاساسي بالعلاقه، بينما هو انك تكوني عم تسمعي لتركيبته وين الوجع تبعه لهو يكتشف حاله. يعني إذا واحد بالحرب، وهيدي شغلة كتير شفناها بالحرب، شفنا كتير قديش في ناس مثل ما تفضلوا قال كريستيان بيجوا لعندك بتفكري انت انه جايين والمشكل تبعهم هو الحرب، بعدين بتلاحظي انه عم يجوا لعندك وفي حالة حرب كتير كبيرة وبيجوا عم يحكوكي عن اشياء عائلية. دونك هون وقت بتسمعي لهم هي اللي عم تعطي مجال اكثر لتسمعي لهيدا اللاوعي تبعهم، لحتى اللاوعي تبعهم يقدر يعبر ويوعوا هن عليه، يلي هو كتير أهم من إنك بس تركزي على العواطف وإنه بس يفضيهم. حدا تاني بحب يسأل سؤال أو Qui est le plus traumatisé? C'est les enfants qui sont venus de la Syrie, les enfants qui sont nés au Liban d'origine syrienne, ou bien c'est les parents avec qui il faut travailler le plus, surtout qu'il y a la persécution. On parle toujours qu'ils doivent rentrer dans leur pays et il y a la persécution. Il y a plein de choses à travailler avec ces gens. Sur quoi il faut s'appuyer le plus et avec qui? Pour comprendre votre question, c'est avec qui travailler en priorité, c'est ça? C'est qui a le plus besoin? Oui, c'est ça. Donc, qui a le plus besoin? D'accord. Et qui est le plus traumatisé? Donc les enfants ou les parents? Oui. C'est ça? Ou bien c'est ça votre question? Parce que moi j'ai entendu parler de violence dans une école officielle. Ce sont des enfants d'origine syrienne. C'est quelqu'un qui est muni d'un petit couteau. Alors il est en train de pratiquer la violence à l'école. Oui. Et donc comment vous avez vu ça? En fait, d'où vous est venue cette question? Donc, vous avez vu un enfant, voilà, qui avait un comportement violent. Oui, et c'est une école qui comporte des enfants libanais et des enfants réfugiés. D'accord. Et vous liez ce comportement-là au traumatisme de guerre, c'est ça? Peut-être. D'accord. Et la question, c'est? Qu'est-ce qu'il faut faire avec ces enfants-là? D'accord. C'est voir les parents, c'est travailler avec l'enfant et... Oui. Non, moi j'étais parti sur la question de qui sont les traumatisés dont il faut s'occuper en priorité. C'était la question de départ. Spontanément, je me suis dit, mais il faut prendre les choses dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... C'est ce qu'on essaye tous de dire, c'est qu'il n'y a pas de traumatisé a priori. Il faut entendre chacun, savoir ce qu'il a vécu, comment il l'a vécu, ce qu'il en dit et quels sont les effets que ça a pu avoir. Et ce qu'on a développé, c'est que les effets du traumatisme sont toujours fonction du sujet, de son inconscient. Et donc, voilà. Alors pour le cas que vous soulignez, bon, mais ça c'est valable
pour cet enfant, mais c'est pas valable aussi uniquement pour cet enfant. C'est des enfants qui ont vécu dans la violence ou qui ont été confrontés à un environnement où la violence était, disons, l'usage commun. Alors c'est sûr qu'il faut voir l'enfant, il faut aussi voir comment les parents, le fonctionnement parental. Là, ça fonctionne avec les deux. Après, c'est des histoires singulières, on ne peut pas en dire beaucoup plus. D'accord. Quelqu'un d'autre? Bonsoir. شكرا لكم على المؤتمر الرائع. عندي سؤال بيتعلق بموضوع الصدمة. هلا إذا بنقول صدمة الحرب، بس تصير الحرب مش كل الناس بتتأثر بهي الصدمة. في أشخاص الصدمة بتأثر فيهم، في أشخاص بيكونوا قادرين على التكيف وعلى تخطي الصدمة. اللي فهمته شوي خلال النهار إنه الحرب وكأنها إعادة، يعني صدمة الحرب هي إعادة لمسرحة الصدمات القديمة اللي هي بترجع لماضي هالاشخاص. فربما من هون التحليل اذا بده يفوت الشخص المصدوم لانه هالحرب وعد في صدمات، هذا اللي انا فهمته، او في تفسير ثاني؟ ايه، عيشت الصدمه القديمه. ليش بيكون عندك بمأوى 20 ولد أو 50 ولد؟ ليش بيطلع منهم 15 مزبوطين و15 بيطلعوا عندهم مشاكل؟ لأنه الشغلة مرتبطة أكثر بالشخص وقدرته وبنية شخصيته على أنه يقدر يعمل شيء بنسميه سبليانس، شيء يقدر هو يلاقي طريقة لحتى يكون عم يتعامل مع الصدمة. إذا كانت شخصيته ذهنية أكيد رح يشوف الوقع الصدمة عليه غير الشخص ببنية شخصية تاني. عشان هيك ما فينا نقول مين مصدوم أكتر ومين الأولوية نشتغل مع مين أكتر. دايما بينشغل مع الكل، دايما بينشغل مع الشخص اللي عنده طلب، وكل هيدا مرتبط بشو الوضع العام وبكل شخصية بشخصيتها. عشان هيك ما فيك تحكي عن مجموعة بشكل عام كلها سوا تتعاملي معها بنفس الطريقة. Madame Josselin. Oui, ce qu'on a pu peut-être repérer après les horreurs du nazisme dans les histoires juives, que c'est à la 3e génération que ça fait retour. La 2e, elle est confrontée à l'horreur indicible. L'horreur, c'est sans parole. Hein. Et la 3e génération, ça fait retour sans le savoir, par des symptômes. Je vous donne un court exemple. Un jour, une femme près de la soixantaine vient me voir pour parler de sa fille, qui a un comportement étrange. Elle se rase la tête, elle a des cauchemars, des terreurs, etc. Bon. Mais elle ne veut pas voir de psy. Elle en a dû voir 2, 3, ça n'a pas fonctionné. Bon, ouais. Donc, la mère, la façon dont me parlait, je lui dis peut-être que vous pourriez venir me parler de ce que ça représente pour vous, tout ça. Alors, pendant un certain nombre de séances, elle ne voyait vraiment pas ce qu'elle venait faire chez moi. Mais elle venait. Bon. Jusqu'au jour où elle arrive bouleversée en me disant « La dernière séance, ça a été un choc pour moi. Je ne voyais vraiment pas ce qui s'était passé. Hein. En fait, c'était mes lunettes. Mes lunettes c'était à la mode, des lunettes des années 40, des petites lunettes à montant d'acier, comme ça. Et mes lunettes ont fait un retour sur que sa grand-mère, qu'elle aimait beaucoup, qu'il avait élevée, quand elle a eu 2 ans, la grand-mère a été dénoncée par les voisins, elle est partie dans les trains. Et elle est morte dans le train, vers Auschwitz. Hein. Et avant, elle est partie à Drancy. Et à Drancy, les 2 objets que la famille a pu récupérer, c'était les lunettes et un crayon, je crois un stylo. Bon. Et alors, ce qui était extraordinaire, c'est qu'un des symptômes de cette femme qui venait me voir, c'était qu'elle ne pouvait pas prendre un train sans avoir envie de faire pipi tout le temps. Alors, du coup, d'elle-même, elle a fait le lien du retour. Et elle s'est mise à me parler
d'elle à ce moment-là, et de son histoire, et d'elle comme sujet. Voilà. Et la petite fille, hein, elle s'est mise comme réalisateur de cinéma. Son premier film, ça a été sur sa grand-mère. Voilà. Sur sa grand-mère. Oui, je crois que c'est vraiment très compliqué cette question des traumas parce que justement on a toujours des implicites qui nous paraissent aller de soi. L'horreur est insupportable, etc. Et le trauma, finalement, ça fait partie du marché contemporain. Il y a un marché du traumatisme avec ses cellules d'intervention psychologique, etc. Alors qu'en fait, dans la réalité clinique, on voit qu'il y a quelque chose qui est imprévisible de l'effet des horreurs vécues par les uns ou les autres. Et là où j'insiste sur l'effet contemporain du marché, du discours de la science actuelle, c'est quand même un certain effacement. Il y a la sidération des rescapés qui ne peuvent pas parler, mais il y a aussi un certain effacement de l'histoire. L'histoire a de moins en moins sa place parce que l'immédiateté des flux, des capitaux sont plus importants. Et j'ai toujours en mémoire la fin du livre de Imre Kertész, Être son destin, quand il raconte comment il a été pris dans une rafle et qu'il a été dans différents camps de concentration d'Auschwitz. Il en est revenu, il était jeune, il en est revenu et les gens lui ont dit « Bon, bah, écoute, maintenant tu as survécu, ça va comme ça, tu vas oublier. » Et la réponse qu'a fait dans son livre, la réponse que fait Imre Kertész, c'est « Comment, quoi, oublier, sûrement pas, ça m'est arrivé, c'est ma vie et il n'est pas question que j'oublie. Il est question que j'en fasse quelque chose. » Et là, on voit des positions éthiques qui n'ont rien à voir. Entre d'un côté, c'est pas grave, annuler, supprimer, effacer l'histoire. De l'autre, supporter le tragique de l'histoire. Et je vais finir par une dernière anecdote qui est un peu scabreuse. Je ne sais pas si vous savez traduire scabreux. C'est quand je me suis installé au début des années 80, et j'avais besoin d'un comptable parce qu'on a le traumatisme du fisc en France. Le fisc, c'est les impôts. Et on m'a donc indiqué les coordonnées du comptable de beaucoup de membres de l'école freudienne de Paris. Même, il était le comptable de Lacan, il avait épousé une psychanalyste. C'était un assez vieux monsieur que j'ai rencontré donc pour la première fois, une personnalité assez étonnante. Je vous passe les détails. On discute et il me raconte qu'il a fait une analyse. Ah bon ? Il me dit oui, j'ai fait une analyse en rentrant de camp de concentration. Parce que j'arrivais pas à me réinsérer, j'étais jeune. Bon, il était jeune et il n'a pas vu sa famille exterminée. C'est lui seul qui a été impliqué. Ça change beaucoup de choses. Et donc, il m'expliquait que rentrant de camp de concentration, il n'arrivait pas à reprendre une vie normale. Se lever tous les matins pour travailler, aller à l'école, enfin, ou faire des études. Ça lui paraissait fade. Et donc, on lui a conseillé de faire une analyse. Alors, il a fait le tour, il a vu un certain nombre d'analystes. Et chaque fois qu'il rencontrait un analyste, l'analyste, quand il disait qu'il sortait des camps, l'analyste prenait une mine de circonstance, comme on dit en français, c'est-à-dire était apitoyé. Et il continue à me raconter, donc, cet homme. Et à un moment, il y en a eu un qui m'a dit « Et alors ?» Quand je lui ai dit « Je rentre de camp de concentration », il m'a répondu « Et alors ?» Et c'est le seul à qui j'ai pu dire que c'était la période la plus heureuse de ma vie. Alors évidemment, moi j'ai pris la mine de circonstance, étonné. Comment peut-on dire une chose aussi horrible ? Et il m'a expliqué. Je savais exactement tous les matins pourquoi je me levais. Je ne voulais pas leur laisser ma vie. Je ne voulais pas leur laisser ma vie. J'avais une cause. Et rentrant de camp, il était en panne de cause. Et il a fait une analyse, et il a retrouvé une cause, une femme, une vie, enfin, et c'est devenu un personnage assez exceptionnel, il faut dire. Merci. Très exemplaire, c'est que on aurait pu considérer, voilà, ils sont mutiques, silencieux, parce qu'ils sont traumatisés, et circuler, il n'y a plus rien à voir. Donc vous avez fait tout un travail pour justement les faire parler, et, ne pas considérer que finalement les choses étaient
qu'il y avait déjà des conséquences, il y avait le traumatisme, les conséquences, il ne parle pas, et puis on n'en fait pas grand-chose. Donc vous avez, oui, vous avez trouvé une solution propre à la situation pour arriver à ce qu'il puisse dire quelque chose. allez-y. يعطيكم العافية. كنا حكينا عن القوة والعنف وقلنا قوة الكلمة أقوى من كنا حكينا عن القوة والعنف وقلنا قوة الكلمة أقوى من أي قوة تانية. سؤالي إلى أي حد يستطيع التحليل النفسي مساعدة الشخص الشفاء من عنف الكلمة الأسرية والصدمات المتلازمة بسببها، وكيف يمكن حماية الفرد نفسه وشخصيته من آثار تلك الصدمات أو تبعيات تلك الصدمات، وخاصة إذا الصدمات طبعا الأسرة يعني عم تتكرر صدمة ورا صدمة سواء متشابهة أو مختلفة. شكرا. Alors, protéger, c'est effectivement très difficile parce que c'est une anticipation. Mais, comme vous l'avez souligné dans le début de votre question, effectivement, la violence, c'est déjà la violence de la parole elle-même. Et la manière spécifique de la psychanalyse d'intervenir à ce moment-là, c'est de ne pas dénier cette violence-là. C'est la violence de l'ordre symbolique lui-même qui vient coloniser et il reste un réel. Ce réel-là n'est pas, justement, il se définit négativement, il n'est ni symbolisable, ni imaginable. Mais ce n'est pas pour autant quelque chose d'extérieur à l'ordre symbolique. C'est inhérent à l'ordre symbolique. Donc, la manière spécifique qu'aurait la psychanalyse de traiter ce problème de la violence, c'est justement de faire en sorte que le sujet sorte de ses propres déterminations par la cure analytique, de telle manière qu'il se confronte à l'essence même de la violence. Il n'y a de violence qu'à cet endroit-là. Tout le reste est une manifestation du discours. Ce sont les discours qui sont hyper violents. Donc la psychanalyse est cette discipline qui permet au sujet de s'émanciper de ses déterminations et de considérer que, comme dans la phénoménologie de l'esprit de Hegel, la dialectique du maître et de l'esclave, à partir du moment où celui qui est en minorité est susceptible de mettre en scène ses propres déterminations comme lui étant extérieures, alors à ce moment-là, il atteint une forme d'universel. C'est là où la psychanalyse est universelle, paradoxalement. Il n'a d'universel que du singulier de la parole. Donc c'est par la parole et par la confrontation à la violence de la parole, qu'il ne soit pas imaginarisé, mais traité dans l'écoute et l'interprétation analytique, qui est une interprétation sur l'équivoque signifiante. Oui, si vous permettez, je vais redire ce que vous dites autrement. La psychanalyse est une violence. La psychanalyse est violence, ne serait-ce que par la définition que donne Freud, que j'avais rappelé, de la tâche la plus difficile pour l'être humain, se séparer de l'autorité de ses parents. Ça ne veut pas nécessairement dire cesser de les respecter ou cesser de les aimer. Mais on voit que la psychanalyse est dès le départ une entreprise de rupture par rapport aux idéaux collectifs, par rapport à la compréhension les uns des autres. La psychanalyse est un acte de violence. Et c'est cette violence-là qui peut répondre à la violence familiale si le sujet y reste adhérent. Alors évidemment, s'il n'a pas l'aide d'un psychanalyste, un sujet ne peut pas se détacher comme ça de la violence familiale. Je ne crois pas que ça puisse se faire tout seul, où il y a peut-être des personnalités exceptionnelles qui y arrivent. Mais c'est quand même extrêmement difficile parce que le fantasme lui-même prend ses racines dans les conjonctures familiales, s'inscrit là. Donc, c'est violence contre violence, si vous voulez.
Il y a une dimension, j'insiste là-dessus, d'une certaine inhumanité de la psychanalyse, dans justement le refus de comprendre. A priori, on ne comprend pas, on refuse de comprendre qu'un événement puisse avoir eu telle ou telle conséquence. On ne sait pas. On part de là. D'accord. Donc, on a. Est-ce que vous voulez intervenir ou c'est une question? C'est une question. D'accord. Ce sont les deux dernières questions. Donc, madame et monsieur, et on arrête. Est-ce que la trauma de la guerre fait réveiller les anciens traumas ou elle reste avec la personne et les accompagne dans son futur? Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Oui. Est-ce que la trauma de la guerre fait réveiller les anciens traumas ou elle reste avec la personne et les accompagne dans son futur? Donc, est-ce que le traumatisme de guerre va réveiller les anciens traumas ou bien elle lui accompagne et reste dans son futur? Elle lui reste... D'accord. Oui. D'accord. Et reste avec lui dans le futur. Avec la personne dans le futur. Je sais pas. Est-ce que vous voulez dire en arabe ou non? Ah, donc fils Jaweb, pas dit que Jaweb allait. Non, c'est plus. Non, c'est plus si le traumatisme de guerre réveille des traumatismes anciens, même s'ils sont différents. Moi, de ce que j'ai compris de votre question, c'est que, comme on a essayé de le dire, que le trauma est du réel et les effets sont du sujet, donc les effets du traumatisme de guerre, moi ce que j'ai appelé dans mon exposé les traumatismes secondaires, seront toujours connectés avec les traumatismes d'origine, c'est-à-dire avec l'inconscient du sujet. Donc c'est lié, mais en fin de compte, l'effet du traumatisme de la guerre, comme ça a été démontré, c'est imprédictible, c'est pas programmé. Et donc, c'est pas programmé, mais c'est quand même, ça reste lié avec les effets, avec les premiers traumatismes d'origine qui, eux, sont de structure. Et les conséquences, le fantasme, tout ce qui a été développé. Donc, à la fois, ça va de pair, et les deux, il ne faut pas traiter que l'un en pensant que sans toucher à l'autre. Je ne sais pas si ça éclaire un peu votre question. Merci. Allez-y, s'il vous plaît. Oui, je voudrais poser une question à Hélène Issa, parce que j'ai posé une question tout à l'heure qui a été mal comprise, sans doute je l'avais mal formulée, donc je la reformule. Lacan dit qu'on ne peut pas psychanalyser un japonais, et il a dit aussi au propos de la langue anglaise, sans doute parce qu'une psychanalyse lacanienne est basée sur une équivoque signifiante, et que ces deux langues ne proposent pas suffisamment d'équivoques pour permettre une analyse. Oui. Et donc, ma question, c'est qu'est-ce que donne l'arabe dans une psychanalyse? Est-ce que c'est une langue riche en équivoques, ou est-ce que c'est une langue qui est extrêmement précise et qui ne permet pas les glissements de sens? Les glissements de sens. La langue arabe, on sait très bien que c'est une langue qui est très riche. Et moi, personnellement, je vois que, parce que j'ai déjà eu l'expérience de travailler avec quelqu'un d'italien, je ne comprenais pas très bien ce qu'il disait, mais je me suis dit, puisqu'il fait la demande, je vais travailler. Donc, travaillant avec mon inconscient, j'ai pu quelque part, j'ai pu l'emmener à parler avec cette ouverture de mon inconscient et du sien. Donc ça a fait qu'on a pu comprendre, et même à un moment donné, j'ai posé beaucoup de questions autour de ce qu'il disait pour pouvoir comprendre les signifiants qui sont là. J'ai enseigné en Chine l'année dernière, et là c'était très difficile. Il faut dire que là, c'était même très difficile pour moi d'écouter, et avec mon inconscient, c'était plus la sonorité qui était un peu bizarre pour moi. Donc, en Chine, ouais.
Donc, avec l'arabe, moi, je trouve que oui, on peut psychanalyser. La langue arabe porte à équivoque parce que chaque mot, chaque mot peut donner plusieurs sens. L'important, c'est de s'ouvrir, de voir comment de travailler avec son inconscient. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Merci. Donc, on va terminer avec une anecdote avec Monsieur Christian. Non, juste une petite précision par rapport à ce que vient de dire Patrick. C'est-à-dire que j'ai dit tout à l'heure une définition du traumatisme. Je ne suis pas d'accord avec le fait d'opposer le sujet au réel, parce que le sujet est réel. Et donc, c'est pour ça qu'il y a justement un sujet de l'inconscient et il n'y a pas d'inconscient du sujet. Donc, cette précision étant portée, je vous ai juste terminé sur une note un peu marrante, puisque la dernière fois, j'avais raconté l'histoire du Christ qui jouait au golf dans le coin, là. Et donc là, je vais essayer de mettre en scène le traumatisme avec une autre histoire, ce qui est un peu compliqué. Donc, ce sont 2 soldats qui sont en train de s'entraîner au tir. Et puis, il y en a un qui est très croyant et l'autre totalement incroyant. Et donc, celui qui est totalement incroyant tire et puis il loupe sa cible. Et puis, il commence à dire « Putain de bordel de merde de Dieu !» Alors là, tu dis « Ah, c'est pas possible que tu dises ça. Tu sais très bien que je suis croyant, c'est une agression. Dieu, punissez-le tout de suite. » Et là, un éclair vient du ciel et foudroie l'autre. Alors, je dis, mais comment, pourquoi c'est moi que tu foudroies, Dieu, alors que c'est l'autre qui a fait le blasphème? Et là, Dieu répond, putain de bordel de Dieu, j'ai encore raté. Donc, le traumatisme, c'est peut-être que Dieu lui-même ne correspond pas à lui-même. Le réel lui-même ne correspond pas à lui-même.